Donc la dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons remonté le cours de l'histoire du XXe siècle pour déterminer ces compositeurs de la deuxième moitié du XXe siècle, justement, ces compositeurs qui ont été influencés par des pairs, quelque part. Nous avons donc pu constater qu'au-delà des deux grandes des deux grandes versions artistiques, en tout cas du XXe siècle, qui ouvrent le XXe siècle sur la modernité. D'un côté, le figuralisme et donc le côté rythmique, le côté plus populaire, les mélodies plutôt simples, et d'un autre côté, l'abstraction, donc avec ce côté beaucoup plus peut-être psychanalytique de l'humain, le côté qui échappe un peu plus justement à la perception normale de la musique, on va dire, qui échappe à l'entendement pour aller vers des zones cosmiques ou des zones de rêve un peu différentes. Nous avons vu que Erik Satie, qui est un peu le père d'une troisième forme artistique, avec Marcel Duchamp, avait ouvert on va dire, l'histoire sur la notion de concept, c'est-à-dire la conception de l'œuvre. Conception qui part de l'objet, qui part de la répétition, qui parle de la simplicité et qui va donc influencer John Cage aux États-Unis. John Cage qui, avec l'influence du bouddhisme zen, va déclencher un tout est musique, donc un côté à la fois indéterminé, puisqu'il va même composer en tirant au hasard, en composant avec le yiking, hein, c'est l'art divinatoire d'Extrême-Orient. Il va composer donc comme si on pouvait jouer au dé, en fin de compte. Hein, donc John Cage, donc, qui est comment dire, le premier résultat de l'équation Satie plus Duchamp, donc qui donnera John Cage. Donc qui va ouvrir ce côté, donc tout est musique, dans lequel vont s'engouffrer les compositeurs de la génération des années 30, donc ces compositeurs qui vont faire naître la répétitivité, le retour presque à des origines de la musique, mais avec une écriture et une conception plus, on va dire, vraiment dans le sens du classicisme, c'est-à-dire une véritable conception de la structure et de la forme, mais en s'inspirant des musiques traditionnelles du monde, comme l'Afrique, comme Bali, comme l'Inde, donc différents pays qui sont de gens donc, qui ont comment dire, une fonction millénaire dans la création de la musique dans l'histoire. Ces compositeurs américains vont donc aussi à leur tour influencer donc, les générations d'après. Donc nous avons parlé beaucoup de Steve Reich la dernière fois, puisque Steve Reich est que j'admets du côté comment dire, création rythmique. Steve Reich est le premier qui, en s'inspirant des rythmiques africaines et balinaises, va donc concevoir une musique à partir du rythme et du déphasage. Hein, nous avons vu à partir d'une pièce de piano qu'en déphasant simplement une structure très simple et en la déphasant, il crée une forme harmonique et une forme harmonique évolutive par le déphasage. Ce compositeur-là va donc quelque part influencer des compositeurs nouveaux, donc des générations d'après, qui sont de cet ordre-là rythmique. Nous avons parlé donc la dernière fois de Michael Nyman, né en 1944, et de Wim Mertens, donc né en 1953. Qui vont ouvrir le propos de l'interaction avec l'image, le cinéma par exemple, de Peter Greenaway, mais aussi donc une conception, comment dire, un peu plus postmoderne, c'est-à-dire en s'inspirant plus ou moins du passé. Michael Nyman sur Henry Purcell par exemple, donc XVIIe siècle anglais. Mais pas que, il s'est inspiré aussi d'autres choses. Wim Mertens est plus dans l'ordre de le rapport entre une certaine forme de tradition, de musique traditionnelle, et une certaine forme de création. Il ne cite pas forcément le passé, mais on peut l'inclure dans la même forme de démarche que Michael Nyman. Entre les deux, il y a un autre compositeur américain qui sera influencé un peu par Steve Reich, par le côté rythmique, en la personne de John Adams. Alors, John Adams est un compositeur qui est né en 1947 aux États-Unis et qui va mais alors simplement glisser dans la patte de la répétition, doublé en même temps
d'une orchestration originale, c'est-à-dire que John Adams est non seulement compositeur, mais aussi chef d'orchestre. Donc les chefs d'orchestre, a priori, connaissent bien l'orchestre. Ils connaissent bien l'écriture pour orchestre, et John Adams est quand même plutôt assez raffiné dans son écriture pour orchestre. Et je vais donc tout de suite vous faire écouter une pièce qu'il a composée en 1985. Enfin, je ne vais pas l'écouter en entier, mais un extrait en tout cas, pour montrer un peu l'influence donc rythmique de Steve Reich quelque part, et puis cette notion américaine d'écrire une pièce qui s'appelle The Chairman Dances, un peu inspirée de l'histoire aussi américaine, sur le foxtrot par exemple, toutes ces danses populaires qu'il y avait donc sur la première moitié du XXe siècle aux États-Unis. John Adams donc va s'engouffrer pleinement dans ce côté rythmique avec cette luxuriance, on va dire, orchestrale, et va créer aussi, bien entendu, des opéras par la suite, des formes importantes, en tout cas, de cette nouvelle forme musicale. Voici un petit bout de John Adams. Alors voici John Adams, on le voit bien là. Et voilà un petit extrait donc de Chairman Dances. On a même la partition, donc pour ceux qui veulent lire, vous pouvez lire, mais on écoute. Etc. Donc il a vu que la pièce est fortement rythmique, elle incite même à danser, hein, on peut danser assez facilement dessus, puisque les rythmes restent pulsionnels, forcément. Donc l'héritage de Steve Reich va dans un sens plutôt d'une ouverture pluridisciplinaire aussi, Steve Reich étant une conception du rythme par le déphasage, John Adams, lui, part sur quelque chose de beaucoup plus corporel, vraiment corporel, mais je dirais sans autre démarche que de faire danser quelque part avec un orchestre qui est très très bien écrit, ceci dit. Hein. Je ne sais pas si on n'a peut-être pas forcément tout le raffinement dans l'analyse d'une écriture. Vous avez des partitions avec plein de notes comme ça ensemble, mais c'est très très bien écrit, ça sonne très très bien. Et donc on voit qu'aussi John Adams se sert de son travail de chef d'orchestre pour composer. Les grands compositeurs qui ont travaillé pour des orchestres et qui étaient des chefs d'orchestre ont toujours eu une certaine luxuriance avec l'orchestre.
Gustav Mahler, par exemple, qui était chef d'orchestre, directeur de théâtre, mais chef d'orchestre aussi, a fait très bien, merveilleusement sonner l'orchestre. Ça, c'est certain. Alors, ça, c'est John Adams. Donc, vous avez, je pense qu'il n'y a pas besoin de revoir Steve Reich, mais il y a quand même l'influence de Steve Reich, ne serait-ce que peut-être sa musique pour 18 musiciens, qui a été élaborée entre 1974 et 1976. Donc 18 musiciens, c'est déjà beaucoup plus réduit, mais on peut avoir voilà, cette idée que ça pourrait venir un peu de cette forme-là de musique. Steve Reich, voilà, musique pour 18 musiciens. Donc composé, créé 9 ans avant ce Chairman Dances de John Adams. Voilà ce que ça donne, la musique pour 18 musiciens, avec des musiciens qui jouent. Donc 18 musiciens, incluant des voix, des pianos, des percussions, des instruments à vent. Et donc, vous allez voir qu'on est assez proche aussi de cette notion de la danse, mais de manière, comment dire, plus éthérée, moins pulsionnelle que ce que nous avons écouté chez John Adams. Alors, attention. Je laisse partir doucement le son parce qu'on a envie de rentrer plus profondément à l'intérieur de cette musique, qui est assez fascinante parce qu'on rentre dans un univers, ça paraît être une musique presque électronique, tellement le rythme est écrit entre les instruments, qui sont tous donc de souche classique. Le rythme est écrit de telle manière qu'on a l'impression d'une machine qui est en train de produire le son, d'un séquenceur, et puis en même temps, vous avez l'impression d'un mixage. Il y a un mixage qui se fait en direct par les musiciens, vous voyez, les chanteurs qui retirent le micro ou qui réavancent le micro, ou les effets de clarinette basse qui sont en crescendo, décrescendo, comme ça monte, ça redescend, etc. Vous avez l'impression d'un mixage en temps réel, mais c'est écrit comme ça sur la partition, c'est une très belle pièce, et on peut remarquer quand même que je pense que cette pièce-là, en particulier, a pu influencer John Adams dans ses Chairman Dances, justement à l'orchestre, puisqu'on a quasiment la même forme rythmique, ta-ta, titi, ta-ta, titi, ta-ta, titi, ta-ta, 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 pratiquement la même forme, je dirais presque la même vitesse, le même tempo rythmique, mais avec un effet un peu différent, puisque John Adams, il y a le côté foxtrot qui allait avec. Oui, une question de Brigitte. Bon, c'est quelque chose qui fait voyager. On est dans le cosmos, on est dans l'énergie qu'on connaît. Tout à fait. Pour lui. Oui. Et c'est presque hypnotique au niveau de la vibration intérieure.
et on veut bien y aller. On ne sait pas où il nous mène. Tout à fait. Que notre ami John Adams, lui, il était dans une spirale ascendante et avec l'orchestre, il faisait des gonflements où on s'élevait et c'était baliné derrière avec des rythmes qui me faisaient penser vraiment à l'Orient. Et si ça avait été indien, ça aurait été une autre veine. Oui, tout à fait. Voilà. Mais je trouve que pour Adams, il nous emmenait dans une spirale ascendante et il était très joyeux. Donc, tandis que là, c'est inquiétant quand même. Ah oui, en fin de compte, c'est pour ça que je dis Steve Reich, il a une conception plus éthérée, c'est-à-dire qu'il part sur le rythme, il part sur une harmonie rythmique, mais il travaille vraiment le rythme, alors que John Adams fait des références quand même qui est simplement en dehors du rythme, simplement à la danse, à l'orchestre, etc. Vous n'avez pas du tout la même dimension, la même pensée de compositeur. John Adams, la pièce de John Adams dure à peu près un peu plus de 12 minutes. Cette pièce-là, il faut vraiment l'écouter en entier, elle dure 55 minutes. Il faut vraiment l'écouter parce qu'à la fin, une fois, je vous l'avais dit la dernière fois, mais quand vous rentrez dans une pièce de souche répétitive, dans ce sens-là, vous rentrez dans un univers qui vous décolle intérieurement, qui vous fait oublier quelque part le rapport au temps réel, et quand la pièce est finie, le silence est beaucoup plus lourd qu'avant que la pièce commence. Votre rapport au silence n'est plus le même. Il est habité d'autre chose. Et il faut le vivre, en fin de compte. Il faut l'écouter en se disant, voilà, je vais écouter pendant... Vous vous asseyez tranquillement, vous ne faites pas autre chose en même temps, vous écoutez pendant 55 minutes la pièce pour 18 musiciens, et quand c'est fini, vous allez voir l'état dans lequel vous pouvez vous trouver. Il y a un silence très, très différent. Et c'est parce que, justement, la musique démarre subtilement, doucement, et qu'on rentre progressivement dedans, qu'elle va évoluer aussi, parce que bon, elle évolue, bien entendu, et c'est cette forme-là qui fait qu'on traverse, en fin de compte, des états intérieurs. Ce sont des états d'intériorité qui sont traversés. Alors, on est toujours dans ce côté rythmique, et je vais vous parler d'un autre musicien qui, lui, est né en 1956. On est à peu près toujours dans les mêmes générations, entre les années 30 et les années 50. Vous savez, donc, un musicien qui s'appelle René Aubry. Et René Aubry, qui est un guitariste à la base, et qui est français, qui va s'engouffrer aussi dans cette forme de musique répétitive, donc influencée par les Américains, et donc qui va créer donc progressivement aussi, et très logiquement, des musiques pour la danse. Et surtout pour une chorégraphe en particulier, cette chorégraphe qui s'appelle Caroline Carlson, qui est un des grands noms de la danse américaine, de la nouvelle danse américaine, en tout cas, post-Merce Cunningham. Après Cunningham, celui qui a travaillé avec John Cage, il y a eu donc ces chorégraphes qui ont commencé à travailler sur la répétitivité du geste, sur le côté minimal. Lucinda Childs d'un côté avec Philip Glass, donc René Aubry avec Caroline Carlson. Et donc, je vais vous donner quelques extraits de ce que fait René Aubry sans la danse pour l'instant. Donc René Aubry, O-B-R-Y. Par exemple, voilà, la grande cascade. Voilà, à partir de la guitare, ce qu'il faisait. Donc on va l'écouter comme ça, directement avec des musiciens qui jouent. Donc c'est un des, premiers musiciens qui va travailler, donc justement avec Caroline Carlson aux États-Unis, mais c'est un des premiers musiciens français qui va comprendre les enjeux justement de la musique répétitive américaine et les introduire. Voilà, ça c'est lui là.
etc. Un petit extrait, en tout cas, d'une pièce musicale réellement, mais qui pourrait être dansée aussi, bien entendu. Hein. Alors, je parle toujours de compositeurs rythmiques, même si vous entendez des bouts de mélodie. Hein. Mais je pense que l'impulsion de la composition de René Aubry, par exemple, elle est quand même rythmique. C'est-à-dire qu'il part quand même sur une donnée et une impulsion fortement rythmique. Je parlerai des mélodistes un peu plus tard. Et ça se rapproche, je ne sais pas si vous vous souvenez, un peu de ce que fait Wim Mertens, le Belge, justement, à peu près à l'époque, à partir des années 80, justement, Wim Mertens travaille aussi de manière rythmique en lançant des petits bouts de mélodie. Hein, qui rentrent dans la tête de manière simple, mais en fin de compte, on ne peut pas dénier, on ne peut pas nier en tout cas que le compositeur est quand même influencé par ces musiques américaines. Je vais vous en donner un autre exemple. Alors non pas la Grande Cascade, mais je voudrais avoir quelque chose comme... Ah oui, Step. Je pense que vous avez entendu... peut-être pas Step tout de suite, mais oh bah pourquoi pas, oui, Step, allez, on y va. Alors écoutez, là aussi, c'est une forme intéressante. C'est une forme intéressante dans le sens où il va travailler à la fois sur de l'électronique, du répétitif, etc., et faire rentrer progressivement de la musique instrumentale, donc avec des instruments classiques. Et c'est assez intéressant à écouter, puisque là aussi, il y a une filière. Voilà, c'est parti. Je pense que vous avez déjà entendu cette mélodie-là, cette forme-là. Voilà. Là, vous dites, ça c'est très très intéressant hein, à écouter. Vous avez déjà entendu ce thème-là quelque part. Padayidam, tagadidam. Alors que j'ai entendu, je ne sais plus, mais souvent ça a été repris, en tout cas ou pour l'image ou pour du reportage. Je ne sais pas, je sais plus exactement dans quoi je l'ai entendu, mais je l'ai déjà entendu ce step-là dans ce sens-là. Et vous avez vu qu'il y a un mélange d'électronique, donc là pour le coup d'électronique, donc c'est plus récent hein, chez René Aubry, un mélange d'électronique et d'instruments donc classiques qui reprennent des phrases qui pourraient être une mémoire collective aussi. C'est des phrases qui pourraient être tadadidam, ça pourrait presque être du Vivaldi ou du Bach à des moments, des petits bouts de phrases qui sont empruntés à la période baroque, voire classique,
bien entendu. Et ça, c'est exactement ça, la postmodernité, c'est-à-dire que vous vous reconnaissez quelque part dans une mémoire collective, une mémoire historique. Et ça me paraît c'est comme ça, c'est pour ça que ces musiques-là ont du succès aussi sur le public. C'est pas un hasard. Hein. Il y a vraiment une volonté de vouloir toucher un nombre plus important au niveau du public. Encore une fois, on est aussi sur le XXe siècle, sur le siècle de la diffusion, et donc de la diffusion d'une marchandise, et donc de l'économie aussi que ça peut générer. Alors, René Aubry, avec, voilà un exemple avec, par exemple, une chorégraphie de Caroline Carlson. On va prendre signe. Voilà, on va regarder un petit bout. Donc, etc. Alors, si on va regarder aussi un petit bout avec Caroline Carlson elle-même, parce qu'elle danse souvent en solo. Théâtre de la Ville en 84. Théâtre de la Ville en 84. Vous avez remarqué, enfin, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu dans l'histoire de la danse, les gestes qui sont donc sur le ballet qu'on vient de voir et qui sont donc chorégraphiés par Caroline Carlson sont inspirés en même temps de chorégraphes anciens. Et je pense beaucoup à Martha Graham, qui est une des créatrices aussi dans la première moitié du XXe siècle, qui a aussi lancé ces écarts, là, ces formes très presque géométriques au niveau du corps, et ces appuis avec les jambes comme ça en écart, avec les genoux pliés, etc. C'est très Martha Graham. Et Caroline Carlson, elle est influencée non pas par Merce Cunningham, mais surtout par Martha Graham, justement. C'est une petite manière de dire que là aussi, il y a des influences aussi historiques, ce qui me paraît normal. Alors, un extrait de Three Songs, donc au Théâtre de la Ville. Toujours musique de René Aubry, bien entendu. Voilà Caroline Carlson qui apparaît.
Voilà, un extrait de cette collaboration fructueuse qui a duré plusieurs années. D'ailleurs, je ne cache pas que René Aubry et Caroline Carlson ont donc vécu ensemble, bien entendu, pendant un certain nombre d'années, et que la collaboration, justement, a été toujours très soudée. Notamment, là, vous avez vu que Caroline Carlson a aussi fait les paroles. Donc, elle ne fait pas que de la danse, elle écrit, elle scénarise des éléments, elle peut dessiner. Elle a un univers toujours entre justement ce côté répétitif, il y a toujours le côté poétique qui vient se greffer. Il y a toujours une forme poétique chez Caroline Carlson. Donc, les tree songs, des chansons d'arbres, chansons de l'arbre, c'est assez intéressant. Voir qu'il y avait toujours ce rapport entre l'apparente simplicité de la musique, la nature même d'une musique qui paraît très populaire quelque part, et puis ce rapport toujours à la nature, ce rapport un peu sublimé à la nature, qui est très en vogue d'ailleurs dans les années 80, puisque autant vous l'avez chez Robert Wilson, Bob Wilson, qui est un des grands metteurs en scène, qui a été le premier à mettre en scène justement le premier opéra répétitif américain de Philip Glass qui s'appelait Einstein on the Beach, voilà, qui est un opéra de 5 heures, qui a été créé en 1976 au Festival d'Avignon d'ailleurs, il n'a pas été créé aux États-Unis, il a été créé au Festival d'Avignon en 1976 et ça a été une grosse gifle dans le rapport à l'histoire, parce que le premier opéra, avec une mise en scène tout à fait autre, un peu surréaliste, beaucoup dans la lenteur, alors que la musique de Philip Glass oscillait entre la lenteur et la rapidité. Et donc, vous aviez des images qui se diffusaient avec un éclairage très précis. Bob Wilson, c'était le genre à utiliser 400 ou 500 projecteurs pour arriver des fois à sculpter réellement l'espace avec une lumière très précise et quitte des fois à éclairer une main sans qu'on voit le reste. C'est vraiment, et d'ailleurs, il continue à être dans ce style-là, puisqu'il est maintenant, il fait la plupart des opéras classiques ou baroques, etc., sont entre autres mis en scène par Robert Wilson. Et donc, il s'est médiatisé de plus en plus du côté de l'opéra. Donc là, c'est pour le côté rythmique. Vous avez vu donc Steve Reich, John Adams, Michael Nyman, dans l'ordre chronologique, Michael Nyman, puis Wim Mertens, puis René Aubry, qui sont de cet ordre des musiques que je sens être de souche d'impulsion rythmique. Quand je parle d'impulsion rythmique, ça ne veut pas dire qu'il y a une absence de mélodie, ça veut dire que je pense que la forme qui découle de ce que l'on entend, la forme qui en découle dans la pensée, vient d'une impulsion rythmique. Après, c'est moi qui le dis dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous le percevez, mais je ne pense pas que ce soit des musiques fortement mélodiques. Il y a des bouts d'éléments, mais c'est le rythme qui est le plus, qui prend la capacité la plus forte dans la musique. Cette capacité à intégrer le temps, la pulsation et le développement de la forme musicale. Alors, parallèlement à ça, vous avez d'autres compositeurs. Alors là, on pourrait dire à partir de Steve Reich, vous avez Philip Glass qui, lui, bien entendu, il a une impulsion rythmique au départ, mais il part sur l'harmonie, c'est-à-dire la gestion d'une harmonie simple, des accords simples, et il va donner des proportions différentes à des séries d'accords qu'on peut trouver même dans le rock ou dans la pop musique, des choses vraiment très simples. Et ces impulsions-là, il va se laisser happer par l'harmonie et créer progressivement des mélodies. Alors des mélodies minimales, mais Philip Glass a un aspect plus mélodique que rythmique. Même s'il est rythmique quand même, c'est quand même un répétitif. Je vous prends un exemple, je vous donne un exemple, par exemple, je vais vous jouer un petit extrait d'une pièce qui s'appelle Métamorphosis 2 pour piano, qu'il a écrite aussi dans ces eaux-là, dans les années 80. On est vraiment dans cette explosion, c'est-à-dire que la musique répétitive en soi, elle est largement diffusée à partir des années 80. Donc ça veut dire qu'à partir des années 60, ils ont commencé, ces musiciens-là, à expérimenter des formes répétitives.
et que la notoriété, du moins la diffusion, s'est propagée réellement à partir des années 80. Donc ils ont mis à peu près une vingtaine d'années pour arriver à se faire diffuser, se faire entendre. Regardez par exemple voilà, une pièce donc, de Philip Glass pour piano qui s'appelle Métamorphosis 2. Donc inspiré, plus ou moins, c'était pour une commande pour une pièce de théâtre qui parlait de la métamorphose de Kafka. Voilà. Etc. etc. Oh, mais c'est du Philip Glass, hein, enfin, ça se reconnaît. Hein, Philip Glass, il y a une patte Philip Glass. Ouais, je pense là, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais je pense qu'il est plutôt de l'ordre mélodique, Philip Glass, que rythmique. Je ne sais pas si vous le sentez. En termes de rythmique, c'est très plat, c'est très figé. C'est pas toujours la même chose, il y a toujours la même forme d'accompagnement. Et c'est la mélodie qui va donner la couleur à l'harmonie et qui fait qu'on a une forme émotionnelle différente de ceux qui travaillent essentiellement sur le rythme. On a une autre forme de dimension émotionnelle. On est plus dans la mélodie. Je vais vous donner un extrait d'une pièce, d'un concerto pour violon et orchestre de Philip Glass, qu'il a écrit aussi dans les années 80. Montrer après qu'il a influencé donc forcément aussi des mélodistes. Alors je vais mettre concerto pour violon, je vais mettre violon, mouvement, le deuxième mouvement, voilà. Montrer à quel point donc Philip Glass, même si sa mélodie est minimale, il y a quand même une émotion qui ressort du jeu instrumental qui me paraît... pourtant, je vais vous mettre une belle image comme ça. Allez, pourquoi pas, ça va être ça.
dans une forme de passacaille en fin de compte. C'est une passacaille ce mouvement. Parce que la base, ça sera toujours la même, et il y aura les variations par-dessus. Et voilà le violon qui entre. Voilà. Là aussi, on se laisse happer par cette forme émotionnelle. Hein. Là, c'est très très beau. C'est fait de peu de choses, mais c'est très très bien pensé, c'est très bien ciblé, c'est très bien entendu. Et c'est, moi, c'est le premier concerto qu'il avait écrit pour violon et orchestre, qui avait été créé par Gidon Kremer à l'époque, qui est maintenant joué par plein de musiciens, puisque maintenant c'est des musiques qui se répandent de plus en plus. Donc on joue Philippe Glass beaucoup plus facilement qu'avant chez les musiciens de souche classique. Pourquoi ? Parce que les classiques au départ avaient refusé la notion de répétition un peu dans l'absolu comme ça. Ça leur paraissait contraire à leur éducation. C'est quand même étonnant, hein. On répétait quand même un certain nombre de fois, autant de fois la même chose, ce qui n'était pas normal. Et maintenant, c'est rentré dans les mœurs complètement, puisqu'il y en a plein qui jouent des concertos. Donc Philippe Glass en a écrit plusieurs, hein, et pas que pour violon. Mais donc Philippe Glass, qui est né en 1937, hein, je le rappelle, donc s'est assoupli avec le temps et est devenu de plus en plus moelleux, je dirais, dans sa musique, de plus en plus mélodieux. Donc c'est pour ça que je pense qu'il a une souche mélodique, même si ses proportions restent quand même assez mathématiques. Hein. Il y a des divisions, il y a des proportions, il y a des durées qui sont différentes selon les accords, etc. Mais il est quand même de souche mélodique. Un autre musicien, alors lui qui n'a pas été quelque part influencé au départ par les répétitifs américains, c'est un musicien dont j'avais déjà parlé l'année dernière, mais je vais quand même redonner un petit peu de ses lettres de noblesse. C'est un musicien qui est né en 1935 et qui n'est pas américain, lui, qui est né en Europe
en Europe, donc qui est né en fin de compte dans la Russie de l'époque, en Estonie. L'Estonie qui est devenue indépendante depuis par rapport à la Russie. C'est un musicien estonien qui s'appelle Arvo Pärt. Arvo Pärt est un musicien, si je devais faire un petit résumé de sa carrière, c'est un musicien donc, qui a suivi les cours au conservatoire, qui est devenu un compositeur assez jeune, et qui, à l'époque, avait une éducation, en fin de compte, musicale, qui était d'un ordre la modernité à tout prix, le côté contemporain, l'influence donc des musiques modernes du XXe siècle. Et bien entendu, ces musiques-là étaient très mal vues par le régime soviétique à l'époque. Et donc, la plupart du temps, soit les concerts étaient interdits, soit ils étaient arrêtés net, pas diffusés, etc. Et tous ces musiciens-là, Shostakovich par exemple, a eu des peines infinies à pouvoir créer sa musique par rapport au régime de Staline, etc. Ça a été quelque chose d'assez virulent, puisque ces régimes totalitaires considéraient ces formes d'art comme étant dégénérées. Autant dans la peinture que dans la musique, etc. etc. Donc Arvo Pärt a commencé à être dégénéré, lui. Enfin, vu sous l'angle soviétique, a commencé à être dégénéré. Et cette interdiction progressive, ce côté combattant au maximum, etc., l'a fait tomber dans une dépression à partir dans les années 60. Cette dépression ne l'a pas fait abandonner la musique, puisqu'il s'est mis à étudier le plein chant, le chant grégorien. Donc il est reparti au Moyen-Âge. Il a étudié pendant plusieurs années le plein chant, donc côté intériorité, reconstruction de soi, quelque part. Ça a été sa propre thérapie. Et puis il s'est mis à étudier les polyphonies médiévales, il a regardé tout ça, donc ça lui a mis quelques années, et dans les années 70, à partir de 75, 76, il renaît avec un style complètement nouveau, c'est-à-dire il fait table rase de tout ce qu'il a appris, et il va s'inspirer quelque part du Moyen-Âge, de ce qu'il a appris, du chant grégorien, etc., pour construire une nouvelle forme musicale, minimale, plutôt répétitive. Tiens, c'est dans les années 70, donc peut-être a-t-il entendu déjà un peu de musique répétitive américaine, peut-être puisque c'était déjà diffusé, peut-être a-t-il eu vent en Estonie ou peut-être ailleurs, est-ce qu'il a bougé? Ça, je ne sais pas exactement quel a été son point d'enclenchement, est-ce qu'il a été influencé ou pas. N'empêche qu'il crée un style qui est devenu universel maintenant, c'est-à-dire universellement reconnu, puisque c'est un des compositeurs aussi les plus joués dans le monde, Arvo Pärt, et qui a notamment écrit, et qui écrit beaucoup, il a 88 ans maintenant, il écrit beaucoup de musique religieuse. Mais je vais vous faire écouter, puisqu'on vient de partir du concerto pour violon de Philip Glass, je vais vous faire écouter une pièce qu'il a écrite donc, en 1977 et qui s'appelle Spiegel im Spiegel, donc le miroir dans le miroir, et qu'il a écrite au départ pour piano et violon. Donc vous allez constater rapidement de cette musique donc répétitive, mais encore une fois, au-delà de l'aspect rythmique et de la lenteur quelque part que Arvo Pärt nous donne, nous véhicule, il y a un côté mélodique qui apparaît et une forme émotionnelle par la mélodie. Alors, Arvo Pärt, Spiegel. Alors, Spiegel, im Spiegel. On va la voir avec violon et piano. Ah ben, on va l'écouter jouer, en fin de compte. Déjà un petit... Alors vous allez voir qu'il y a une couleur dès le départ au niveau du piano. J'en profite pour la pub maintenant, j'ai compris qu'il fallait que je pouvais parler. Il y a une couleur de piano qui est volontairement à la fois un peu dans l'aigu, qui diffuse des arpèges, un peu comme Philip Glass, mais d'une autre manière, un peu plus, comment dire, moins animée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus contemplative. Et voilà.
Voilà, je vous laisse le soin d'écouter aussi, ça dure 9 minutes 30, mais c'est très très beau dans le développement, c'est très serein, c'est justement très intériorisé, ça nous donne une émotion aussi différente. C'est de la musique répétitive et minimale, mais vous voyez que l'aspect rythmique, en fin de compte, est secondaire par rapport à l'émotion mélodique que l'on peut avoir. Et pourtant, la mélodie, elle est très simple, hein. Il nous donne des gammes qui montent ou qui descendent avec des arpèges d'accords parfaits, d'accords très simples, hein, et c'est son style qu'il a appelé lui-même d'ailleurs tintinnabulli. C'est le style de Arvo Pärt. Donc tintinnabulli qui veut dire qui vient du latin, hein, tintinnabulum, qui veut dire clochette, qui est ce côté justement très comme une sorte de résonance permanente comme ça dans l'aigu, dans la suspension, et ponctuée par des graves, comme Philip Glass pouvait le faire. Mais on entend bien que ce n'est pas le même style. Ce n'est pas Philip Glass, là. Et Arvo Pärt, et cette musique-là, presque toutes les musiques d'Arvo Pärt évoquent des formes spatiales, des formes d'ouverture, des formes de paysage, des formes quasiment cosmiques aussi, suspendues, hein, dans le cosmos, et appellent aussi quelque part un rapport à l'image. Mais Arvo Pärt n'a jamais écrit pour l'image. Par contre, les réalisateurs s'en sont emparés de cette musique-là, de plusieurs musiques d'Arvo Pärt, pour dire il faut ça sur cette image-là. Et ça peut être n'importe quelle forme d'image. Je vous donne un exemple, la même musique qui évoque justement un paysage, qui évoque une forme de... Il y a une forme désertique quelque part dans cette musique. Je vais regarder le début d'un film de Gus Van Sant. J'espère que je vais la voir. Est-ce que je l'ai ? Voilà, c'est Jerry. Donc en 2002. Oui, il suffit d'attendre un tout petit peu. Et vous avez donc le début du film qui commence comme ça. Pas comment vous le ressentez, mais l'image est d'une grande banalité quelque part.
puisque c'est une voiture qui roule sur une route, dans un paysage relativement ouvert, où on voit des nuages, on voit le ciel, etc. etc. Il ne se passe rien d'autre que, après, la subtilité du réalisateur, c'est de se rapprocher ou de s'éloigner de la voiture quand elle roule. Après, on va voir les personnages de dos aussi dans la voiture. On va les voir de dos, enfin, il avance, il commence à rentrer dans la voiture de cette manière-là. Mais à partir de cette image-là, le choix d'une musique telle que Arvo Pärt l'a écrite, c'est un choix qui va influencer tout le film. C'est-à-dire, on est sûr que ça ne va pas être un film d'action. Parce que vous mettez une pièce rock sur la même image, vous dites, bon, il se passera autre chose, vous suivez la voiture d'une manière différente. Là, j'ai l'impression que, voilà, vous avez une voiture sur la route, et c'est la musique qui vous transporte quelque part, déjà dans un ailleurs. Déjà, vous dites, ouais, le paysage, etc. Et il va se passer quelque chose de beaucoup plus subtil qu'une poursuite ou que je ne sais quoi. D'ailleurs, tout ce que peut imaginer. Donc l'influence de la musique d'Arvo Pärt sur les images est considérable. C'est-à-dire, elle vous donne tout de suite une autre façon d'envisager comment le film pourrait se dérouler, comment il va se développer. Et Arvo Pärt a été pris comme ça, de cette manière-là. Sa musique, différentes de ces musiques-là, différentes, ont été reprises par 75 réalisateurs de cinéma quand même. Et pas que, puisqu'il y a eu aussi des réalisateurs de télé, des réalisateurs de reportages, etc. Et donc Arvo Pärt est vraiment souvent pris, alors qu'il n'a jamais écrit pour l'image. Mais sa musique peut-être transcende l'image. C'est pour ça qu'elle est choisie. Hein, à partir d'une image comme ça, vous avez tout de suite une sorte d'élévation, on va dire spirituelle. Et d'ailleurs, Jerry est une forme de... Ça fait partie de cette trilogie avec Elephant et Last Days, les trois films que Gus Van Sant a fait dans cette idée d'une suspension du temps. Elephant, c'était par rapport à la tuerie qu'il y avait eu dans cette école aux États-Unis. C'était en 2000, il a fait le film, je crois que c'est en 2000, il a eu une palme d'or avec ça, Gus Van Sant, à Cannes. Et en fin de compte, vous avez 3 fois la même séquence de film, mais vue sous 3 angles différents, avec des regards différents. C'est très très bien fait, les images sont superbes, etc. Mais il y a un rapport au temps aussi, alors c'est pas la musique d'Arvo Pärt, mais ceci dit, il y a un rapport au temps chez Gus Van Sant qui est très très intéressant. Et Last Days, ce serait une sorte de transposition des derniers jours de Kurt Cobain, donc du groupe Nirvana, un peu dans la nature, dans une maison isolée, comme ça, un peu avant sa mort, quoi. C'est les derniers jours, quoi, de sa vie, les Last Days. Voilà, et donc tout le moment suspendu de Gus Van Sant, ce sont ses films les plus, je dirais, expérimentaux par rapport au public, parce que bon, il a fait d'autres films aussi qui sont peut-être qui ont été plus diffusés. Mais je sais pas, Gus Van Sant, moi je le trouve très intéressant dans ces films-là, justement dans cette trilogie-là. À vous de voir, hein, si vous ne connaissiez pas, c'est intéressant à voir. Le film de Gus Van Sant. Que dire sinon que, bon, à ce stade-là, bien écoutez, j'aurais introduit un peu du mélodique là dans mon propos, donc je continuerai certainement samedi prochain, puisqu'il y a d'autres compositeurs. Au revoir Véronique. Il y a d'autres compositeurs à découvrir, bien entendu, qui sont donc dans la lignée de Philip Glass ou éventuellement d'Arvo Pärt, et que je juge aussi d'une manière mélodique. Ils sont mélodiques avant tout. Et je vous parlerai donc la prochaine fois de Gavin Bryars, de Ludovico Einaudi, tous ces gens-là qui ont fait notamment, qui ont aussi conçu des œuvres pluridisciplinaires. Voilà, ce sont des œuvres donc, qui peuvent aussi avoir un rapport à la scène ou à l'image. Voilà, ça me paraît assez important de voir. Alors c'est une vraie parenthèse par rapport à notre rapport au baroque et à notre actualité. Mais comme justement, je voulais quand même insister un peu sur
toutes ces générations de compositeurs qui ne sont pas que Michael Nyman parce qu'il a repris Purcell, par exemple, mais ces générations de compositeurs qui d'un coup sont influencés par une sorte de, on va dire, de spiritualité de l'écriture, par la répétition, justement, par cette idée de vouloir travailler sur la durée plutôt que sur la concision, par exemple. Donc, je juge la durée donc plus spirituelle qu'autre chose. Hein. C'est quand même la notion de durée, c'est de l'allongement du temps. Donc, on rentre dans un temps, dans notre accélération à nous, notre époque. Hein. Lisez la philosophie de Paul Virilio, par exemple. Paul Virilio parle beaucoup de l'accélération, justement, du temps dans notre société actuelle. Le XXe siècle l'a montré. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vite, pas simplement avec des voitures, etc., mais dans la pensée, etc. Regardez, les téléphones portables nous obligent presque à répondre maintenant du tac au tac dès qu'on nous appelle, etc., etc. Cette rapidité qui est dans l'atmosphère sociale, dans la course à la consommation, on court plus vite qu'avant. On a plus d'agilité même mentale qu'avant. Parce qu'avant, on pouvait prendre le temps. On avait des zones de temps, et là, on ne les a plus. Et donc ces musiques-là nous ramènent quelque part aussi à une forme spirituelle, une forme intérieure de sérénité, de méditation. Enfin, je pense que vous le ressentez aussi comme ça. Je pense qu'il y a un moment où vous êtes confronté à cette forme musicale-là. Mettez-vous juste après un blockbuster américain avec une musique tonitruante qui pendant 2 heures ne s'arrête plus. Vous sortez de là, vous êtes KO. C'est toute la différence. On fait du remplissage. Là, il y a au contraire, on enlève, on épure. Et c'est cette épuration-là, je pense, qui fait que ces musiques-là, elles ont du succès parce que inconsciemment, on en a besoin. On en a besoin de cette respiration-là. Donc, je continuerai la prochaine fois à vous parler de quelques mélodistes distingués, jusqu'à Yann Tiersen d'ailleurs. Mais c'est le plus jeune celui-là, il est né en 70, Yann Tiersen. Donc je vous parlerai de Gavin Bryars qui est né en 43, lui. Je vous parlerai de Einaudi qui est né en 55. Et puis donc Yann Tiersen qui est né en 70. Hein, et qui a... Ah oui, Tiersen, et notamment par le cinéma. Lui, par contre, il a fait des musiques de films. Lui, volontairement, il en a fait. Je ne parle pas que de la valse d'Amélie Poulain, parce que celle-là, n'est-ce pas, vous l'avez tous en tête, il y a vraiment quelque chose, mais qui est inspiré complètement de cette notion de répétitivité, de minimalisme. Hein. La valse d'Amélie Poulain, ce serait presque une sorte de gymnopédie de Satie revisitée, mais dans un sens plus dansant, de valse, réellement de valse, puisque les gymnopédies sont à 3 temps chez Satie. Hein. Mais c'est pas perçu comme une valse. Hein, Satie, quand il fait ça, moi je prends un peu le piano aujourd'hui, un peu plus physiquement. Hein. Celui-là, des fois l'électronique, il me dérange un peu, hein, mais quand vous avez... etc. On est dans ce minimalisme, on s'y retrouve quelque part dans ces musiques que je vous fais écouter. Donc tout vient de Satie quelque part, hein, musicalement. Et je pense que la valse d'Amélie Poulain découle de cette esthétique-là, cette esthétique du peu. Mais du droit au but. Mais du droit au but, c'est-à-dire que là, il y a un moment, on vise qu'il y a quelque chose qui doit interagir avec autre chose. Donc, par rapport au cinéma, on interagit avec l'image. Le paradoxe d'Arvo Pärt, par exemple, c'est que peut-être que dans sa tête, il a des images. Je pense réellement qu'il écrit de la musique en termes de conception, d'intériorité. Il écrit de la musique pure, lui. Mais cette musique-là parle d'avance à une future image.
C'est son paradoxe à lui. Donc on peut écouter peut-être une musique religieuse pour terminer, parce que je ne vais pas... C'est comme ça, on va reprendre du Arvo Pärt. Alors, De Profundis Fratres, le Magnificat. Est-ce que je peux avoir... il propose d'autres choses ou pas? Stabat Mater. Ah, le Stabat Mater. Bon, pour chœur et orchestre, Stabat Mater. Ouais. Donc là, ça arrive très très vite, je vois. Chic, ignoré. Je vous frustre une fois de plus par cet arrêt. C'est à vous de découvrir le Stabat Mater, mais vous voyez, tout de suite, vous rentrez dans un espace différent. La musique vous projette dans un espace qui est tout à fait autre, c'est-à-dire, je pense que la notion de lenteur dans la musique, justement, ouvre cet espace-là. Et le temps qu'il prend à faire rentrer, il part de l'aigu, et puis ça descend très très progressivement vers un grave, comme ça, avant de faire rentrer les voix à nouveau dans l'aigu. Il y a tout un développement comme ça, dans la lenteur, dans la conception, il prend le temps. Il prend le temps, il n'accélère pas, justement. Et c'est ça qui fait la différence. C'est cette notion. Et c'est hors du temps. On est dans un temps suspendu. Oui. Oui, il est dans les temps. Ben lui, il sait très bien dans la métrique, etc. Il écrit, justement, depuis ce renouveau, cette renaissance qu'il s'est donnée, d'être un second compositeur autre que ce qu'il avait appris jusqu'à présent, ce qu'il avait appris dans sa jeunesse.
il sait très bien écrire, même avec un temps très lent. Et j'ai toujours été assez, comment dire, assez sensible au mouvement lent dans la musique, parce qu'un mouvement lent, s'il n'est pas bien pensé, s'il n'est pas bien écrit, il lui manque une dimension. Un mouvement lent, on ne peut pas le rater. Il faut penser la lenteur pour un mouvement lent. Il faut vraiment la penser, il faut vraiment la vivre, la lenteur. Or, un mouvement rapide, on peut toujours en mettre, ça passe. Ça passe. Un mouvement lent ne supporte pas une approximation quelque part dans son écriture. Et si je reviens à, d'ailleurs, puisqu'on on est dans les années, donc là, c'était 2008, hein, là, si j'en reviens à Marcel Duchamp, Marcel Duchamp avait quelque part donné des conceptions quelque part pour l'art de l'avenir, qui est mort lui en 68, Marcel Duchamp, donc concepteur, artiste, concepteur par excellence, avait dit en fin de compte l'art de l'avenir sera fait de silence, de lenteur et de solitude. Voilà. Et quelque part on y est là. Hein. Arvo Pärt, c'est un peu ça. Hein. Silence, lenteur, solitude. Hein. Silence parce que on entend vraiment la sculpture par rapport à l'espace silencieux. On entend la sculpture des instruments qui se déplacent dans cet espace. La lenteur, forcément par le rythme, ça. Et cette notion de solitude, parce qu'en fin de compte, ça parle à notre intériorité, à nous seuls, quoi. Eh bien, oui, donc une influence quand même, puisqu'elle est plus récente. Et on l'écoutera la prochaine fois. On va l'intégrer. Je pense à un autre artiste, un Polonais qui s'appelle Henryk Górecki aussi, qui a intégré aussi ce côté, la lenteur, le développement, etc., le développement dans la lenteur, dans le côté... On retrouve en fin de compte dans les échelles de son même, les échelles choisies. Ce n'est pas de la musique tonale. Parce que c'est la musique tonale, en fin de compte, qui... je ne vais pas dire à cause d'elle, parce que bon, elle a eu ses grandes heures de gloire, hein, bien sûr, en 3-4 siècles, la musique tonale est importante, entre le XVIe siècle et la fin du XIXe, il y a eu des chefs-d'œuvre, mais la musique tonale a fait en sorte qu'on se déplace très très vite, c'est-à-dire on part sur quelque chose et on module. On module parce que, pour ne pas tourner en rond, justement, on invente du développement, on invente des ruptures, des surprises, des cassures, etc., de manière à ce que, par rapport au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, etc., la forme reste intéressante. Hein, rappelez-vous Vivaldi, par exemple, les 4 saisons, il n'est pas statique. Il y a des moments où il le fait, mais la plupart du temps, il y a beaucoup de ruptures, il y a beaucoup de modulations, on ne reste pas en place. Alors que toutes ces musiques-là, les répétitifs américains, Arvo Pärt, se basent sur des formes qui sont modales. Et la musique modale, c'est la musique des origines. C'est cette musique qui est en rapport avec l'équilibre de l'univers, avec l'équilibre de l'humain, avec l'équilibre entre... enfin, ce que j'avais un peu dit dans l'histoire de la musique, quand vous avez fait un résumé, je ne sais plus quand, l'année dernière, je crois, sur l'histoire de la musique, il y a un moment où la musique retrouve son essence mystique, en fin de compte, par une certaine staticité. Et par la notion même de mélodie dans la staticité. C'est-à-dire on travaille sur la même échelle de son et il suffit de travailler sur les mêmes notes pour avoir quelque chose qui nous donne une certaine sérénité intérieure. Hein, si je vous donne, je vais rejouer de l'électrique, si je prends les mêmes modes que Arvo Pärt peut utiliser ou Philip Glass peut utiliser, tout à l'heure je jouais le Philip Glass de cette manière-là, mais à partir de simplement ces notes-là, sans aucun changement de couleur, on a tout de suite ce côté minimal.
je change jamais la couleur. Ça c'est suffisant pour donner, voilà, cette impression un peu de mélodie, d'élévation, etc. Il n'y a pas besoin de bouger. Et toute l'origine de la musique, et pendant des milliers d'années, ça a été ça. C'est-à-dire on se base sur une gamme qui est un rapport. Alors il y a des gammes qui, selon les cultures, sont en rapport avec les moments de l'année, les saisons, le matin, le soir, comme en Inde. Vous avez des moments de la journée. On joue certaines gammes et pas d'autres. Elles correspondent, comment dire, symboliquement entre le son et la vie elle-même, l'émotion que l'on a autour de soi, correspondent à un moment précis de l'année. C'est le temps cosmique qui revient quelque part dans le musical. Et puis maintenant, on peut prendre ces modes-là et puis en faire des éléments très simples, très très beaux, sans avoir à bouger. Si on joue de la musique tonale, on bouge tout le temps. Vous écoutez du Mozart, ça bouge. Beethoven, ça bouge. Haydn, ça bouge. Schumann, ça bouge. Enfin bon, Mendelssohn, Brahms, ça bouge tout le temps. Parce qu'il y a une espèce une volonté d'abord d'allonger la forme musicale, mais en même temps de créer une narration dans cette façon de bouger. Il crée une narration par l'harmonie, l'enchaînement des accords. Il faut que ça bouge, il faut qu'on sente qu'on arrive à des points de tension et des points de détente. Les points de tension, à partir de là, on peut dévier sur autre chose. Et tout est pensé comme ça. Quand on revient au modal, et c'est ce que le XXe siècle nous amène, quand on revient au modal, on revient à une autre forme, je dirais, plus spirituelle et méditative de la musique. Et alors, Keith Jarrett, il serait dans cette veine? Keith Jarrett Si non, pas. Alors, il y avait un peu dans le Köln-Concert. En 1975, le Köln-Concert, il y a un peu de ça. Même s'il varie, puis il met de la virtuosité dans son jeu de piano. Mais il y a un peu de ça parce qu'il part sur 2 accords. Mais il travaille comme un jazzman aussi, c'est-à-dire qu'il rajoute énormément de notes. Il ne fait pas simplement de la résonance comme Arvo Pärt pouvait le faire. Mais Keith Jarrett a quand même une plasticité qui a tendance à bouger beaucoup. Il va vous donner quand même pas mal d'accords, pas mal de choses. Alors Et Floyd, ben oui, ça c'est encore les... On est dans les années 60. Ah bah oui. Dans un voyage. Moi j'ai adoré Floyd par rapport même plus que les Beatles ou autre chose, parce que justement, d'abord les pièces n'étaient pas que des chansons, il y avait des zones sonores suspendues. Vous rentrez dans, vous savez, les albums comme Medal, Echoes, par exemple, Echoes, voilà. Vous avez des formes tout à fait étonnantes, ou vous avez même dans Umaguma des formes assez étonnantes. Mais juste après, quand ils font, c'est après Echoes, il y a un autre, l'album Medal, dans Wish You Were Here, tout ce début. Qui reste en suspens comme ça. Mais on est à la même période. C'est-à-dire qu'ils fabriquent ça, on est dans les années 70 là. Quand ils font Wish You Were Here, etc., c'est les années 70. C'est le moment où la musique répétitive se développe aussi. On est dans les esthétiques qui se recoupent. Et ce n'est pas pour rien, par exemple, que Philip Glass ait fait des symphonies à partir de thèmes qui venaient du rock aussi, en hommage. Qu'il ait pu travailler avec David Bowie, qu'il ait pu travailler avec d'autres noms du rock. C'est pas par hasard. C'est-à-dire tout d'un coup, cette adéquation qui n'est pas que le marché de la musique, un petit peu quand même quelque part, qui se rencontrent entre eux, mais c'est que les esthétiques se parlent entre elles et se reconnaissent. Voilà, c'est ça qui est important. C'est les esprits. C'est l'esprit de la musique. C'est ça, et c'est l'esprit de la création artistique, quelque part, de cette époque-là, ce qui a nourri... et c'est marrant parce que c'est cet esprit-là qui a été décrié dès le départ. C'est-à-dire que les musiciens de souche classique, je dirais, étaient encore dans leur musique, la musique tonale, la musique moderne, etc. De souche, il faut que ça bouge. Il faut que ça... C'est peut-être qu'il y a eu de l'exagération. À quel moment Je sais rien, mais moi alors, l'exagération. Il y a eu des moments où c'était... ça ne servait à rien. Voilà. Et donc, les musiciens classiques, très classiques, ils ne peuvent pas accepter ça.
ils peuvent l'accepter que s'ils sont touchés à en pleurer dans le cœur. Et encore, c'est même pas sûr, parce qu'au départ, c'était des questions simplement d'esthétique. Hein. Jouer des musiques, on vous apprend au conservatoire à être quelque part, quand vous apprenez un instrument, on vous apprend presque à être un soliste d'avance. C'est-à-dire vous avez le niveau, il faut avoir un niveau presque de soliste. Et éventuellement, si vous ratez la carrière de soliste, vous rentrez dans un orchestre. Vous n'êtes pas un soliste, vous êtes dans l'orchestre. Mais vous avez déjà un très bon niveau pour être dans un orchestre. Mais dans un orchestre, qu'est-ce qu'on fait? On joue des partitions qui ont été créées pour des orchestres, donc il faut que ça bouge. Ce sont des musiques qui bougent, etc. Les esthétiques qui sont arrivées et qui ne bougent plus ou qui répètent immensément, enfin presque jusqu'à plus soif, des motifs, etc., n'étaient pas dans la tête du tout de ces musiciens qui sont formés de manière classique avec des éléments qui bougent, qui modulent, qui font qu'ils avaient dans leur mémoire intérieure cette idée qu'il faut que la musique module. C'est parce que c'est en modulant, en glissant, que l'on va créer une forme émotionnelle. Et donc, ils n'ont pas compris au départ, à la base, ces nouvelles musiques qui tout d'un coup donnaient d'une staticité où il fallait répéter, ils avaient l'impression qu'ils allaient s'ennuyer. En répétant, mais je n'ai pas travaillé de mon instrument pendant des années pour arriver à répéter la même chose pendant une demi-heure. Vous voyez ce que je veux dire? C'était ça, la mentalité. Sauf que maintenant, étant donné que ces musiques-là sont largement diffusées, il y a de plus en plus d'orchestres qui jouent ces musiques-là, il y a de plus en plus de solistes qui s'approprient les concertos, les éléments de musique répétitive, etc. Et même les musiciens dits classiques qui décriaient aussi, vous savez, les compositeurs qui sont musique savante, on écrit de la musique sophistiquée, on la pense, etc., ont toujours pensé que la musique de film, par exemple, c'est une musique secondaire, c'est-à-dire que ça valait rien. C'était de la petite musique assez nulle, etc. Mais maintenant, tous ces classiques-là se mettent à faire des disques de musique de film. On rejoue les thèmes de musique de film célèbres, connus et tout ça. Ça, c'est le marché. Ça, c'est le marché de la musique qui veut ça. Mais vous avez tous les grands noms, on se dit, un peu de musique de film. Allez, on y va, c'est parti. Et que ce soit un pianiste comme Alexandre Tarot ou un violoniste comme Capuçon, ou le violoncelliste, son frère, le violoncelliste aussi, joue des choses. Et on appelle ça, je ne sais pas moi, vous voyez les titres des disques, c'est, je sais pas, ça peut être Rêve, machin, etc. C'est des titres qui accrochent d'une manière un peu symbolique ces formes de musique, mais comme si on n'était plus dans le classique, là, on est sur autre chose. On ne met pas symphonie numéro 3 ou concerto numéro 2 en ut majeur ou machin. On ne met pas ça. On met rêverie. C'est joli, on achète rêverie. Et donc le public, il retient rêverie. Il ne retient pas le numéro de la symphonie ou la tonalité du truc, etc. Non, mais on va chercher le disque qui s'appelle rêverie parce qu'on en a entendu parler. Alors tout ça, ça ouvre plein de choses, parce que bien entendu, je peux vous faire écouter aussi Pink Floyd, on peut écouter plein de choses, mais la troisième partie, c'est qu'il me manque un élément. Je vous parle de Steve Reich, de Philip Glass, mais il n'y a pas Terry Riley encore. Je ne vous ai pas encore parlé de Terry Riley, qui lui va utiliser dès le départ de la technologie, même simple, mais de la technologie. Cette technologie va aussi se développer dans un style de musique répétitive, hypnotique, etc. etc. Donc ça, on en reparlera aussi. Moi, j'en ai des choses à vous raconter, à vous dire. Donc voilà, j'espère ne pas ne tarir au niveau de tous les mots que j'ai à vous dire, des choses à vous faire écouter, quoi. J'espère que vous tiendrez le coup, en tout cas, sur ça. Et merci en tout cas.